destination du Creusot, Mont-Solémine, Montchanin, Lyon-Coteau et Lyon-Perrache. Ce train assure une correspondance à Lyon-Perrache sur... En 1938, à la naissance de la SNCF, la vapeur est reine. 80% du trafic est acheminé par des locaux à vapeur, avec, comme apothéose, les magnifiques Pacifiques. 1945, renaissance du rail. Et les 1350 141 R américaines débarquent et sauvent le trafic de la SNCF. Champ du Cygne, c'est l'avènement des vapeurs françaises, les magnifiques 141P et 241P pour les trains lourds. 1952, électrification de Paris-Lyon. C'est le champ du Cygne du 1500 volts. 1955, métamorphose complète du chemin de fer avec l'avènement du courant industriel sur Valenciennes-Thionville. La France entre dans l'ère du courant industriel qui aboutira avec le record du monde du TGV. D'ailleurs, 1955, c'est le premier record du monde avec 331 km/h. Mais un record sans lendemain. 1966, première pointe à 200 km/h avec le Capitole entre Orléans et Vierzon. 1966, projet C03 de la grande vitesse sur rail. Avec, en 1972, la sortie du prototype TGV 001 à turbine à gaz. En 1975, c'est la sortie des grands conforts avec les rames Corail. 1981, première ligne du TGV Paris-Lyon. Inauguration partielle entre Paris et Saint-Florentin, mais la course à la grande vitesse est lancée. Et 1981 voit le premier record du monde. Après 55, il est porté à 380 km/h. Et en 1990, sur la nouvelle ligne TGV Atlantique, c'est 515,4 km/h pour arriver en avril 2007 à 574,8 km/h. C'était le 4 avril 1972, près de 10 ans avant la date de mise en service du premier tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est, prévu pour octobre 1981. Le prototype TGV 001 à turbine à gaz sortait des usines Alstom. Sa destinée, explorer le domaine des grandes vitesses. Et durant 6 ans, il circule pour que les ingénieurs et techniciens mesurent toutes les données gouvernant la stabilité et le confort à grande vitesse, le freinage et l'aérodynamique.
Avec ce laboratoire roulant qui a parcouru près d'un demi-million de kilomètres et circulé 2000 fois au-dessus de 250 km par heure et 200 fois à plus de 300, la SNCF a acquis la maîtrise des grandes vitesses. Pendant ce temps, les bureaux d'études travaillaient à la recherche du tracé le plus direct. Ces études se conduisent non seulement sur cartes topographiques et géologiques, mais aussi sur le terrain dès que les grandes lignes du tracé sont arrêtées. Bon, 1,181 m plus 2,30, c'est ça 90 grades, 150. Bon. Bon, vas-y. Les machines à dessiner en liaison avec l'ordinateur sont des outils incomparables pour examiner de nombreuses variantes de tracés et de profils. Le tracé définitif est matérialisé sur le terrain. La ligne nouvelle, telle qu'elle a été conçue, concerne l'ensemble du sud-est de la France, puisque les rames TGV iront vers Dijon et la Bresse par les sorties intermédiaires, et sur les lignes existantes au-delà de Lyon. Les rames TGV ont une puissance suffisante pour gravir les rampes de 35 pour 1000. Aussi a-t-on pu retenir des tracés situés en dehors des vallées sinueuses. En contrepartie, l'inscription de la ligne dans des zones de plateaux peu urbanisées ou dans certaines régions à relief accidenté entraîne l'exécution de terrassements importants. La recherche de la meilleure utilisation des matériaux disponibles, alliée aux performances des compacteurs, autorise l'édification de grands remblais. Celui-ci, un des plus importants, à 32 mètres de hauteur. Lorsque la roche est trop compacte, il faut avoir recours à l'explosif pour fractionner le rocher d'une manière suffisante pour permettre sa mise en remblai. La bifurcation de Passilly se dessine déjà. Elle conduira vers Montbard, Dijon et la Suisse. La rectitude du tracé apparaît dès qu'on s'élève, mais l'œil, plus habitué aux perspectives autoroutières, est surpris par l'étroitesse de la plateforme, seulement 13 mètres. La ligne nouvelle nécessite la construction d'un nombre élevé de petits ouvrages, mais peu de viaducs importants, tels celui du Serein. En tout, 10 ouvrages de grande dimension, dont 8 viaducs. Ils représentent une longueur totale de 2100 mètres, soit seulement 0,5% du kilométrage de la ligne, qui d'ailleurs ne comporte aucun tunnel. Les ouvrages courants en béton armé sont pour la plupart des ponts-routes à 3 travées pour les passages supérieurs, des cadres ou ponts acculés pour les ponts ferroviaires. Les viaducs, par contre, sont construits en béton précontraint et presque tous suivant une technique originale. Les tabliers coulés sur la terre ferme sont poussés sur leurs appuis au fur et à mesure de leur fabrication.
Par le dernier viaduc, la ligne franchit la Saône, le tracé entre Mâcon et Lyon se situant sur la rive gauche. Simultanément, les premières rames TGV électriques et non plus à turbine gourmande en énergie se construisent. Le nez avant contient le dispositif d'attelage automatique. Glissé sur des structures métalliques particulièrement résistantes, il concourt à l'aérodynamisme de la rame. La mise en place du transformateur s'effectue comme dans un mécano, car l'ensemble est pré-câblé. Les deux motrices de la rame reposent classiquement sur deux bogies moteurs. Les remorques sont accouplées entre elles par l'intermédiaire d'un anneau de liaison. C'est l'anneau de liaison qui est posé sur le bogie commun à deux voitures. Ainsi, aucun voyageur ne sera assis au-dessus des roues et cette conception procure un gain de silence et de confort. L'anneau de liaison, c'est aussi une circulation facile et confortable dans la rame. Comme les voitures, il est climatisé. Le 25 juillet 1978, avec la livraison de la première rame, démarre une campagne de vérification systématique qui se déroule dans toute la France. Sous caténaire, 1500 vols pour essayer le comportement sur les prolongements de la future ligne. En montagne, dans les Pyrénées, pour vérifier le démarrage en rampe de 35 pour 1000, rampe maximum de la ligne nouvelle. À chaque essai, on mesure accélération, échauffement et consommation électrique. Développement des moteurs, au bas de la rampe de Cap-Vert. Alors les résultats pour l'instant sont assez cohérents. Voilà, là on est en 77, vous faites le décomptage et vous nous donnez une PK 73. En Alsace, au sud de Strasbourg, la rame trouve à la fois le courant alternatif d'alimentation des caténaires de la ligne nouvelle et les longues lignes droites propices à la grande vitesse.
Dès le 23 août, la vitesse de 260 km/h est atteinte. Dans 2 km, c'est qu'à 17. Excès dans 20 km, c'est qu'à 7. Attention, 9. 8. Il reste à s'assurer que les performances de freinage sont conformes. Dans le laboratoire, on enregistre pour dépouiller et vérifier ensuite. 3. C'est prêt à trouver. 2. 1. Attention. Hop. Si les journées de semaine sont réservées aux essais en performance, la nuit, le samedi et le dimanche, la rame tourne inlassablement en endurance. 5 mois après sa sortie, elle a parcouru 80 000 km. Alors, on le met à 35 points de mesure questionnaire, 260 km/h. Alors, PK 29.5, vitesse 260 km/h. La ronde continue avec la seconde rame qui, sortie le 14 décembre, roulait le 15 à 260 km/h. 22. PK 22, freinage statique, faut le jeter à 160 km/h. Dès le mois d'octobre 1981, c'est 40 rames qui rouleront ainsi inlassablement à 260 km/h sur la nouvelle ligne. Les 28 et 29 mars 1955, à Morsinx, la BB 9004 et la CC 7107 battaient le record du monde de vitesse en atteignant le 331 km/h. L'expérience acquise depuis par la SNCF a permis de choisir le 260 km/h pour exploiter la future ligne Paris-Sud-Est avec des TGV. Cette vitesse représente en effet le bon compromis entre le gain de temps et la consommation. Sur la distance de Paris à Lyon, l'énergie dépensée par voyageur pour un taux d'occupation de 60% sera de 32 kWh, soit l'équivalent de 9 litres de supercarburant, la consommation d'un cyclomoteur. Sur la ligne actuelle, l'évolution du trafic voyageur a été fantastique. De 1965 à 1976, il a plus que doublé et doublera encore d'ici à 1990 pour atteindre le chiffre de 23 millions. Aussi, cette ligne se trouve être la plus saturée de tout le réseau. Parmi les solutions étudiées pour augmenter la capacité, la construction d'une nouvelle ligne, plus courte que l'ancienne, a été retenue. Sur cette ligne, d'un tracé très pur, dont les travaux ont commencé fin 1976 et se sont poursuivis très activement en 1979, 447 ponts, 600 petits ouvrages et 10 viaducs, dont un de 420 mètres à la Digoine, dans la région d'Autun. Pour les portées moyennes, on utilise la technique du tablier à poutrelles enrobées. Le béton précontraint est réservé aux grands viaducs. Sur les 10 viaducs, 7 ont été construits par la méthode du poussage, comme ici à La Roche, dont la portée des travées intermédiaires est de l'ordre de 45 mètres.
Mais un souci écologique a guidé les ingénieurs qui ont réussi le tour de force de n'utiliser que 2300 hectares, soit moins que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pour autant, le problème d'intégration de la ligne nouvelle dans le paysage n'a pas été négligé grâce au concours d'architectes de renom. Commencée en juin 1979 sur le tronçon sud, la pose des voies débute par la mise en place d'une voie provisoire destinée à la circulation des trains de travaux. Avançant au rythme de 1 km par jour, la pose représente la consommation quotidienne de 2 km de rails, 1700 traverses et 4000 tonnes de ballast et entraîne la circulation de 25 trains de travaux. À la fin 1979, la voie est entièrement posée sur 40 km, de part et d'autre de Montchanin. Après la pause, la dresseuse niveleuse-boureuse entre enfin en action. Cette machine automatique traite 250 mètres de voie à l'heure. Les travaux ont exigé la mise en place d'énormes dépôts de matériel et cet approvisionnement a procuré un travail important à de très nombreuses entreprises françaises, nationales et locales. Les chantiers caténaires avancent également au rythme de 1000 mètres par jour. Pose des poteaux, armement et déroulage des caténaires compris. En tout, en 1979, 150 km de voies ont été posées, dont 60 avec caténaires. J'ai auxiliaire isolé, j'avise le régulateur et je le guide. Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Non. Bon, Jean-Pierre, c'est bien. À toi, Jean-Claude. Alors, tu vas te mettre dans les conditions de traction, c'est-à-dire, tu es sur norme, ta caisse sélecteur pour toi est sur normal, ton disjoncteur est fermé. Les futurs conducteurs des TGV suivent des stages de formation, d'abord théoriques, comme ici au dépôt de la gare de Lyon. À 0, j'observe le voltmètre ligne, il indique une tension. J'observe LSDJ à LSDJ-OX. Et les deux lampes sont allumées, LSDJ allumée, LSDJ-OX allumée. Avec motrice isolée, j'appuie 2 secondes sur le bouton de remise en service et j'ai 2 secondes sur le bouton de réarmement disjoncteur. L'enseignement pratique se poursuit sur les rames de pré-série.
vois un signal de préannonce fermé. Qu'est-ce que tu dois faire? Je freine pour chuter la vitesse à 180 km/h dans les 15 secondes et je ne dois pas dépasser le 160 au signal suivant. Oui, sur les zones à préannonce, tu as 2 contrôles ponctuels de vitesse. Mais à très grande vitesse, les signaux latéraux habituels ne suffisaient plus. Les cabines ont donc été équipées d'un système à affichage sur le tableau de bord. Sur la ligne nouvelle, avec la signalisation en cabine, ces contrôles de vitesse seront continus sur toute la longueur des contrôles. Les ordres doivent être immédiatement suivis des faits. Sinon, l'automatisme entre en jeu, mais on a voulu que le mécanicien reste maître de sa conduite. Des 87 rames commandées, 5 sont déjà sorties des usines à la fin 1979. Chaque rame, composée de 2 motrices et 8 remorques, totalise 275 places en seconde classe et 111 en première. Un bar est accessible à tous les voyageurs et l'équipement des offices de restauration permet le service des repas à la place. Sors un peu. Là, tu peux monter. De mars à décembre 1979, les 2 rames de pré-série, Patrick et Sophie, ont été utilisées 48 fois par le service de l'information et des relations publiques pour présenter aux journalistes et à des responsables de l'industrie, du commerce et de la politique, le TGV roulant à 260 km/h entre Strasbourg et Colmar. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons la bienvenue à bord de Patrick. La conduite est assurée par le serreur Bureau, assisté du chef de traction Levert. Notre point d'arrêt est à 95 km d'ici et nous l'atteindrons dans 32 minutes. Il faut 12 km à la rame pour s'élancer à 260 km/h, départ arrêté. À l'arrivée à Colmar, les invités vont visiter la motrice, admirer son profil aérodynamique et découvrir les secrets de son attelage automatique qui permet le jumelage de 2 rames. C'est le 6 mai 1979 que Sophie a rejoint Patrick dans ses tournées d'endurance des nuits et fins de semaine. Les 2 rames de pré-série circulent ainsi 24 heures sur 24. Et au 1er janvier 1980, elles ont parcouru à elles deux environ 400 000 km. Sans ingénieur à bord, sans intervention technique spéciale, elles ont tourné de manière proche de l'utilisation commerciale future. Dès l'automne 80, parallèlement aux essais sur la ligne nouvelle elle-même, le TGV sera utilisé sur la ligne actuelle Paris-Lyon avec des invités et des voyageurs. En octobre 1981, 40 rames, flambant neufs, entreront en service régulier sur le tronçon sud de la nouvelle ligne Paris-Sud-Est à la vitesse de 260 km/h.
Voilà bien longtemps qu'en France, on n'avait pas construit d'un seul coup 400 km de ligne. Cela a débuté en 1979. Une fois le gros œuvre achevé, la voie posée, réglée, la caténaire installée, il reste toujours ces à côté, ces petits détails qui font que sans eux, le travail n'est pas achevé. Sans eux, la formidable machine ne peut pas tourner, comme la pose de rails de sécurité ou celle des détecteurs de chute de véhicules installés à chaque passage supérieur. Ils sont constitués par 2 circuits de 2 fils parcourus par un courant électrique. En tout, 800 mètres de câble pour un ouvrage d'art. Qu'un véhicule franchisse le parapet et sectionne les fils, et c'est l'alarme, puis l'arrêt du train. D'un côté, il y a donc un nouveau train, le TGV, de l'autre, une nouvelle voie. Reste maintenant à les marier. Et on suit la politique du pas à pas. Avant toute circulation, on teste les commandes d'aiguille, comme ici, depuis le PRS de Montchanin. Ok, terminé pour celle-là. Bon, maintenant on va faire la 10. Avant la mise sous tension d'une portion de la ligne nouvelle, on procède aux derniers essais. Nous sommes dans la sous-station de Saint-Martin-de-Commune, en plein Morvan. Lentement, les sectionneurs se ferment. Et tout au long de la nouvelle ligne, il n'y aura que 8 sous-stations pour alimenter en 25 000 volts la caténaire. Cette voie, la voici, et ce qui surprend, c'est l'absence de signaux lumineux. Seuls ces panneaux des repères matérialisent les cantons. L'idée est la suivante. Comme à 260 km/h, le conducteur d'une rame n'aurait que quelques secondes pour reconnaître un signal lumineux, et ce, dans les meilleures conditions, en alignement par beau temps, que se passerait-il la nuit, par temps de brouillard et en cours? Aussi, ces informations lumineuses sont-elles affichées directement en permanence sous les yeux du conducteur sur le tableau de bord? Mais ce ne sont plus des rouges, des jaunes, des verts, mais des vitesses. Toutes ces informations sont véhiculées par les rails sous forme de courants modulés en fréquence. Et à l'avant de la motrice, comme pour cette CC 21 000 d'essai, se trouvent 4 capteurs qui lisent le message porté par les rails. C'est bon. 80 exécutions. Et regardez bien comment on a essayé d'abord, à l'arrêt, le système d'affichage sur une voie étalon. 80 annonces. 160 annonces. 160 annonces. 200 annonces. 200 annonces. VL pour la 21 000. VL, c'est bon. Ici, on ne laisse pas cours à son imagination, on n'improvise pas. La règle du jeu est qu'on ne franchit un pas que lorsqu'on est sûr du précédent. RS23, Félix. Lucie, écoute. Autorisation de pénétrer dans le domaine essai au-delà du kilomètre 280. Numéro d'enregistrement 8. Avec mon numéro 4. Allô, 21 000, départ. Entendu, départ. À bord de la rame d'essai, dans cette voiture de mesure, baptisée Lucie,
on enregistre les courants de signalisation, et ce, dans toutes les configurations d'exploitation. Note 8. Enregistrement des harmoniques du courant de retour-traction. Croisement de la rame TGV en unité simple avec train de mesure composé de CC 21002, voiture Lucie et 22200 en situation de freinage rhéostatique. Top croisement TGV. Après Lucie et la rame d'essai, c'est enfin au TGV de prendre possession de leur nouveau domaine, de ce qui est et sera leur raison d'être. Et encore une fois, pas question de se lancer à l'assaut des grands espaces, non. Absolument tout doit être testé. Rien n'est laissé au hasard. On se place dans toutes les configurations d'exploitation, même les plus invraisemblables, comme ici, où on tire le maximum de courant de la caténaire. Une fois, deux fois, trois fois, inlassablement avec une rame puis deux rames accouplées, on s'assure que les bons signaux sont bien reçus à bord de la motrice. Bref, ici, sur cette nouvelle voie, on vérifie grandeur nature les résultats des essais menés dans les Landes et en Alsace. On mesure par exemple le soulèvement de la caténaire lors d'un passage à grande vitesse. Mais une nouvelle ligne, c'est plus qu'une file de rail et une caténaire. C'est par exemple une nouvelle gare, comme ici à Montchanin. Une gare qui revendique le label d'être tout en bois avec sa charpente en lamellé-collé. Mais il est vrai, dans cette région, la forêt est reine. Côté terminus, les choses se précisent. À Villeneuve-Saint-Georges, l'atelier d'entretien est achevé avec ses fosses de visite. Là, tout sera vérifié. Et actuellement, on procède aux dernières modifications des rames, comme à l'extérieur, l'indication des voitures, ou bien à l'intérieur, l'amélioration de la signalétique. Près de la gare de Lyon, les nouvelles installations de Conflans avec ce poste de lavage automatique aménagé pour le TGV. Et le nez et les bas de caisse de la rame ont, paraît-il, donné beaucoup de fil à retordre aux techniciens. Côté gare de Lyon, les choses aussi prennent corps. De cet immense chantier sortiront les 5 voies réservées au TGV avec leurs fosses de visite. Ces fosses serviront pour une simple inspection de sécurité. À quelques centaines de mètres de la gare de Lyon, le PAR, autrement dit le poste d'aiguillage et de régulation de la nouvelle ligne. C'est en quelque sorte son cerveau. Sur la paroi, 2 panneaux. En haut, la ligne Paris-Lyon avec sa signalisation. En bas, le réseau de distribution d'énergie électrique. Et devant, les tables de commande. Et derrière tout cela, plus de 10 000 relais, des milliers de mètres de fil, un vrai cauchemar pour électriciens. L'originalité du système réside dans le fait que c'est dans cette salle que se trouveront réunies les commandes de tous les aiguillages,
les commandes en énergie de toute la ligne et le régulateur qui supervisera la circulation des rames. Enfin, l'ordinateur, toujours lui, surveillera le bon acheminement des rames. Pas question qu'une information ne s'égare dans ce fouillis de fils électriques. Un nouveau train, un nouveau mode d'exploitation, et ce, jusqu'au personnel d'accueil dans les gares, qui doivent tout connaître des nouveaux distributeurs de billets. D'une ancienne lumineuse qui indique éventuellement que l'appareil est hors service. Ensuite, on a un petit écran à plasma, cadré par 4 touches banalisées. Ensuite, on a une fente unique d'introduction de la monnaie. Et on a un clavier de sélection de la gare. Mais on a beau avoir tout calculé, tout simulé, le meilleur des tests reste tout de même le voyageur lui-même, avec tout ce que cela comporte d'irrationnel et d'enseignement. Voilà donc pourquoi des rames TGV subissent l'épreuve de vérité en exploitation commerciale sur Paris-Lyon. Le train de midi 10 est très pratique, il est le plus rapide pour rentrer à Lyon. Ce genre de train nous convient parfaitement. D'autant plus qu'on y est à l'aise pour travailler, pour lire, pour réfléchir, pour prier éventuellement. Ça a changé, c'est-à-dire qu'on rencontre quand même plusieurs voyageurs qui prenaient l'avion, qui ont quand même commencé à prendre le TGV au lieu de l'avion. Pour la simple et bonne raison que l'avion, les aéroports sont en dehors des capitales. Le TGV et les gares sont dans les capitales. Vous avez le métro, les taxis, les bus qui desservent tout. Je suis appelée par mes obligations à me déplacer très souvent d'une ville à l'autre de France. Je n'ai jamais envisagé de prendre le train. J'y ai été contraint cette fois-ci par un hasard et j'en viens à reconsidérer les événements. Ça sera certainement plus agréable quand il sera sur son parcours normal. Parce que je suppose qu'on aura la sensation de la vitesse à laquelle il doit rouler normalement. Je trouve que c'est une réalisation sensationnelle, personnellement. Si TGV à quai à l'heure de pointe, disons que c'est pour les besoins de la photo, mais tout de même, ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui, certes, mais c'est quasiment pour demain. Et demain est tout proche. L'opérateur essai. Nous sommes actuellement sur le viaduc du Serein et nous faisons les formalités de mise en place de tous nos postes de mesure et de préparation de la rame. TGV appelle la sous-station de Sarry. Vous mettez la tension à 29 kV s'il vous plaît. Merci.
chef d'essai à cabine de conduite. Cabine avant, écoute. Indication pour la marche. Marche TGV 100. Pantoux avant. Vitesse limite 370. Vitesse à respecter. Inférieure ou égale à 340 jusqu'au kilomètre 165. Freinage au kilomètre 154. Le passage de vitesse record doit avoir lieu à peu près dans un quart d'heure, donc vous avez le choix entre rester sur le pont ou bien vous rapprocher. Alors j'attends l'autorisation de départ. Vous l'avez. Départ. Alors départ. Cabine de conduite, je vous rappelle, je cherche le 190. Eh bien, je vous donnerai le 189. Merci. Alors 76. C'est la porte là? Chef d'essai à cabine de conduite. Cabine de conduite, j'écoute. Autant 73, ne dépassez pas 330. Veuillez retirer dessus. Dommage avec les doublons, nous avons franchi 331 km. TGV opérateur essai. Nous avons atteint 372 km/h. 373, 14, 15, 16, 17, 18. Action complète. 19, 80. 154, 380 km/h, 155, encore 1 km. Encore 1 km. Attention. Ça va amorcer le freinage. Nous avons atteint 380 km/h sur la rame. L'un de ceux à qui on doit la réussite du TGV, c'est Jean-Marie Messler. Il a dirigé la campagne d'essai du prototype TGV 001, puis a participé à la mise au point du TGV avant son démarrage commercial. Alors Jean-Marie, la grande vitesse, comment ça marche? La bête majeure qui a servi à ce programme, ça a été le TGV 001 à turbine. D'ailleurs, il a été fruit d'une erreur, puisqu'on croyait que la grande vitesse était la turbine, ça a été l'électrique. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Le 001, il a servi à tester pour l'essentiel le bogie. Quand il est sorti, en fin 68, si ma mémoire est bonne, on était tout content parce qu'il a roulé à 200, 210, 220, 230. Puis, patatrac, à 250, un beau jour, le bogie a commencé à serpenter, à se mettre en ce que nous disons en instabilité.
Et là, nous sommes retournés à nos planches à calcul, à nos tables, à nos calculettes. Il y avait peu d'ordinateurs, mais il y en avait. Et en fait, on a découvert, une à une, les lois de la stabilité du bogie. Et ça, cette campagne-là, on la doit pour l'essentiel au TGV 001. Mais c'est pas tout à fait exact que de dire que le TGV, les TGV, tels que nous les voyons, ne sont que les héritiers du TGV 001. Ils sont l'héritier de beaucoup d'essais qui ont été faits à part, successifs, une maîtrise successive. Le captage du courant. J'étais jeune chef de dépôt en 1968 à Strasbourg, quand il y avait une locomotive qui, dans un coin, avait un pantographe double étage. Pourquoi? On me disait, oh, c'est la division de traction électrique qui fait des essais pour captage à grande vitesse. C'est ce pantographe-là qui, avec des modifications technologiques simplement, a été mis finalement sur le sud-est. En même temps qu'on a sorti le TGV 001, pourquoi s'appelait-il 001? Parce qu'on pensait en faire un deuxième. Mais le deuxième, ce n'était pas un TGV 002, ça a été la rame dite Zébulon, qui était une petite automotrice sur laquelle nous avons testé les bogies moteurs et leur attache, la relation, le couplage entre le moteur et le bogie. Et c'est de là que vient, de ce Zébulon-là, que vient la suspension du moteur sous la caisse avec la transmission à cardan. On a testé, alors, en banc d'essai, cette fois-là, énormément de pièces du TGV Sud-Est, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc vous dites, l'une des clés du TGV, c'est la stabilité du bogie. Oui, oui. C'est-à-dire, ce qu'il faut éviter, quoi, c'est que le bogie il soit le plus léger possible, et surtout... Alors, non. Ceci étant lié, il faut éviter qu'à partir d'une certaine vitesse, il se mette en instabilité, c'est-à-dire un mouvement d'oscillation entretenu, qui fait que la voie se déforme. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs au record du monde de 55. Voilà. Il n'était pas question de rouler derrière le train d'essai. Là, ce n'était pas tout à fait la même chose. Il est conseillé d'avoir beaucoup de trains, les uns après les autres. Donc, une des lois, c'est effectivement le bogie léger. La deuxième, c'est d'avoir un bogie large. L'empattement est de 3 mètres. Le bogie du TGV 001, d'ailleurs, avait un empattement qui avait été fixé à 2,7 m, et on s'est dit que 30 cm de plus, ce serait mieux. Et de fait. Le troisième problème, c'est le contact entre la roue et le rail. Alors là, c'est des choses un peu compliquées. Il faut que le rail soit au 20e et la roue au 40e. Enfin bon, paramètres qu'il a fallu ajuster. Et pourquoi pas l'inverse? Enfin, il a fallu le regarder, faire des essais, etc. L'autre problème, c'est ce que vous voyez ici, qui est l'amortissement. Ça n'a l'air de rien, ce machin, mais ces deux amortisseurs n'ont pas du tout la même fonction. Celui-ci, c'est l'amortisseur anti-lacet. Et lui, si d'aventure le bogie se met quand même, malgré toutes ces composantes qui naturellement l'empêchent de se... naturelles, géométriques ou de construction qui l'empêchent de se mettre en oscillation, c'est celui-là, c'est cet amortisseur-là qui rattrape l'affaire. Mais cet amortisseur présente une caractéristique, ça se voit pas dessus, mais que pour des tout petits mouvements, il mobilise tout de suite la force maximum de l'amortisseur. En principe, un amortisseur de voiture, par exemple, vous avez un amortissement progressif. C'est progressif. Là, c'est très raide. À front raide. Très raide. Donc là, il y a eu également des recherches technologiques qui se sont faites autour du 001 pour mettre au point cet amortisseur. Là, ce que vous voyez là, puisque nous l'avons sous les yeux, c'est simplement un amortisseur intercaisse qui est lié à la suspension pneumatique cette fois-là. Mais ça, c'est uniquement un élément de confort, pourrait-on dire. Ça, c'est un élément... Pour éviter que le train ne fasse une grande chenille. Oui, un peu. Voilà. Alors, le point, puisque vous parlez de la chenille, nous sommes devant une chenille, effectivement. Et en fait, une des caractéristiques, alors qu'on a gardé du TGV 001 et dont le TGV 001 nous a permis de voir la valeur, l'intérêt, c'est justement le fait qu'il y a un bogie commun à deux caisses. Alors, il y a des avantages multiples. Le premier, c'est qu'il y a moins de bogies au total. En gros, à part les bouts, il y en a 2 fois moins. Donc une résistance à l'air plus faible. 25%, c'est quand même important. La deuxième, c'est qu'il n'y a aucun voyageur qui est assis, comme on dit, sur les roues. Donc moins de bruit. Le troisième, c'est que et ceci a été fait grâce à mes travaux de mes successeurs, si on met au point une bonne suspension pneumatique, ce système est également plus confortable. Et on a un avantage final qui est celui de la sécurité. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, jamais le TGV, pour l'instant, et nous espérons bien que ça durera, n'a déraillé, malgré des affaissements de terrain, malgré une avarie importante au roulement, parce que cette rame est non pas comme une chenille qui se déforme, mais comme un bloc qui se maintient sur la voie.